que par obligation, que François, évidemment, à laquelle François me contraint, je vienne contrarier votre soirée, parce que dans le fond, on était là pour s'entendre bien, et puis je viens interrompre cette bonne entente. Alors, non, mais ça c'est parce qu'il a dit tout à l'heure des propos beaucoup trop aimables. Alors, Jeanne d'Arc et la légitimité. J'ai exactement 20 minutes. Hein, voilà. Donc je vais essayer d'être bref, mais vous continuez à vous restaurer. Jeanne d'Arc et la légitimité. Alors, je ne sais pas pourquoi François, enfin Gérard, Jean Guillotat m'ont donné ce sujet. Vous le connaissez tous, ce sujet. Tout à l'heure, en quelques mots, Jean Guillotat a tout dit, donc c'est très très difficile de venir après. Et vous avez tous lu Jacques Blainville, vous avez tous lu la leçon de Jeanne d'Arc, Louis XIV, Napoléon de Charles Maurras. Alors, quelques mots. 1429-1431, en 2 ans. On oublie toujours, 2 ans. Jeanne d'Arc, c'est 2 ans. Elle avait 18 ans. Quand elle a commencé, elle avait 20 ans quand elle est morte. En 2 ans. Et elle a changé le cours de l'histoire d'une nation. En 2 ans. Alors, c'est bref, et en même temps, il y a une leçon qui s'en tire, et il se trouve que cette leçon, c'est une leçon de légitimité. Cette légitimité, elle est comme toutes les légitimités, elle est vraie, elle est divine, elle est nationale, et elle est royale. Divine, nationale, royale. Et ce qui est étonnant, c'est que quand vous écoutez ou quand vous lisez sur Jeanne d'Arc des discours, des œuvres, des livres, vous vous apercevez que, en dehors peut-être de Jacques Blainville, de Maurras, extrêmement peu d'auteurs sont allés à l'essentiel. Il se trouve que ce matin, j'étais encore chez Jean Guillotat, je lui ai demandé son Duby, son Georges Duby, dictionnaire de l'histoire de France, un truc volumineux. Et Jeanne d'Arc est citée une fois. Et elle m'est citée comme ayant été la compagne du duc d'Alençon. C'est tout. Le livre est très intéressant, il y a tout sur les 3 royaumes, il y a tout sur la sociologie de l'époque, mais Jeanne d'Arc n'existe pas. Et pourtant, il y a des documents qui sont extrêmement intéressants. Il se trouve que personnellement, au cours de ma vie, j'ai été amené à m'y plonger. Donc il y a le Quicherat, en fait, on connaît Jeanne d'Arc par Quicherat, qui a fait une œuvre au XIXe siècle, une œuvre remarquable, puisqu'il a collationné les procès de Jeanne d'Arc. Et on connaît tout de Jeanne d'Arc par ses procès et par les témoignages de ses compagnons. Des vies de Jeanne d'Arc, il y en a eu des quantités. Je ne parle pas simplement des poèmes de Chaplin ou de Voltaire, mais à la fin du XIXe siècle, c'est devenu une mode, au point même que ce vieux sceptique d'Anatole France a écrit une biographie de Jeanne d'Arc. Biographie de Jeanne d'Arc, Monseigneur Touchet, évêque d'Orléans, qui a fait la promotion de Jeanne d'Arc, puisqu'il était l'évêque qui a été chargé du dossier de béatification, et ensuite qui est devenu ensuite le dossier de canonisation. Très curieusement, Jeanne d'Arc a été bien sûr béatifiée par Pie X, ça c'est normal, ça paraît, il a fait à cette occasion d'ailleurs un discours admirable aux Français qui étaient présents, mais elle a été canonisée par Pie XI, qui s'est empressé dans la suite de condamner les royalistes d'Action française. Ça fait partie des mystères de l'Église. Donc, Monseigneur Touchet. Alors la biographie de Monseigneur Touchet, c'est la référence. Vous avez maintenant, bien sûr, Régine Pernoud. Vous avez des quantités de biographies de Jeanne d'Arc. Mais laissez-moi vous dire, pour maintenant le vieux royaliste d'Action française que je suis, j'ai toujours été déçu par ces biographies. Parce que aucune ne va à l'essentiel. Aucune. Même Monseigneur Touchet. Monseigneur Touchet, bien sûr, il exalte Jeanne d'Arc, mais comme son livre est en fait la reprise de tous les documents qu'il a pu rassembler pour le procès de béatification, c'est une manière de faire passer Jeanne d'Arc à Rome. Et pour faire passer Jeanne d'Arc à Rome, pardonnez-moi, hein, c'est mon vieux fond anticlérical gallican,
mais je suis tout à fait romain en même temps et tout à fait gallo-romain. Mais il n'empêche que quand on regarde les choses de très près, pour arriver à faire béatifier Jeanne d'Arc, il a fallu se battre et il a fallu absolument effacer la responsabilité des ecclésiastiques dans cette affaire. Responsabilité écrasante, comme toujours. Quand les ecclésiastiques se mettent à être mauvais, ben, on voit le résultat. La France est malade, elle n'est pas malade de ce que l'on croit. Tout le monde s'imagine, on est là, traité de la société. Elle est malade de son épiscopat, au final. Exactement comme du temps de Jeanne d'Arc. Et donc, et donc, tout est fait pour faire en sorte, vous lisez Monseigneur Touchet, qui est un livre admirable, c'est touchant, il dit tout, enfin, on voit qu'il a la foi. Mais l'essentiel consiste à faire peser la responsabilité sur le roi, qui n'est responsable de rien, et évidemment de déresponsabiliser en conséquence les hommes d'église. Je ne dis pas l'église, les hommes d'église. Ça fait plaisir à ce vieux protestant de Jean qui est là et qui m'écoute attentivement. J'ai fini mon préambule. Surnaturel, naturel, divin, national, royal. C'est extraordinaire. On n'arrive pas, personne n'arrive à résumer Jeanne. Si, le mieux, c'est dans le fond, c'est ceux qui se qualifiaient, je ne sais pas pourquoi, d'agnostiques, c'était le mot de l'époque, Maurras, Blainville. Ils ont, dans le fond, mieux résumé la vie de Jeanne que tous les autres biographes catholiques. Bon, pardonnez-moi, je suis catholique, et fervent catholique. Si nous avions des hommes politiques capables de réfléchir, on parle de Jeanne d'Arc, mais c'est uniquement à l'occasion des élections et pour gagner les présidentielles. Alors on parle de Saint-Michel et de Jeanne d'Arc à ce moment-là, mais même Madame Royale, même Sarkozy. Mais, enfin bref, c'est grotesque, parce que la leçon de Jeanne, elle va évidemment bien au-delà. Réfléchissons 30 secondes. À l'époque, tout ce qui était intelligent, ou qui se croyait intelligent, l'université de Paris, les cours, le parti bourguignon, pensait qu'à une chose, se disait, avait cette réflexion toute simple et qui correspondait tout à fait à la réalité de l'époque, c'est-à-dire pourquoi continuer le projet du royaume français, du petit roi de Bourges, de ce pauvre type, vous savez, comme on entend quelquefois dans nos salons, qu'est-ce que c'est que ce garçon, Jean d'Orléans. Voilà, ben c'était la même chose, c'était exactement la même chose. C'est pas d'intérêt. Ce qui présente de l'intérêt, c'est cette grande vision qui va de l'Angleterre, qui passe par les Flandres et qui va à la Bourgogne. Alors là, c'est somptueux, c'est riche, c'est là que se trouve la culture, c'est là que se trouve la richesse, c'est là que se trouve la finance, très important, c'est même ce qui est le plus important pour ces gens-là, c'est là que se trouve la politique, c'est là que se trouvent les gens intelligents. Vous savez que la Sorbonne était passée à l'Angleterre. Paris était passé à l'Angleterre. Et donc il n'y avait plus beaucoup de gens. Il y avait quand même quelques-uns, un petit peu comme nous, quoi, un peu des fadas. Il y avait Gerson, qui avait quitté, qui était le maître de l'université de la Sorbonne, qui avait quitté Paris et qui s'était réfugié à Lyon. Il y avait Alain Chartier, le poète, qui était le secrétaire du roi, alors qui écrivait des poèmes magnifiques. Vous allez relire parce que c'est exactement la grande pitié, l'édit de la France, le quadrilogue invectif. Voilà. La France s'en prend à ces partis qui la déchirent. On est en plein dedans. C'était les élections présidentielles, c'était même pas le quinquennat, c'était presque tout, c'était annuel, c'était à celui qui serait le mieux. Voilà. Et puis les autres, hein, Christine de Pisan, la grande pitié du royaume de France. Vous lisez les auteurs de l'époque, Juvenal des Ursins, vous vous rendez compte à quel point la tradition française est toujours la même au cours des siècles. C'est les mêmes thèmes, Charles d'Orléans, dont on dit que ces poèmes ne sont que des poèmes légers, mais pas du tout. Je suis persuadé qu'ils sont tous allégoriques et qu'il s'agit pour la plupart de la France. Voilà, et donc Jeanne arrive dans ces circonstances, 2 ans. Alors, sa vocation, elle est surnaturelle. Personne ne peut le nier. On n'a jamais vu une jeune fille, puis elle a hésité, il ne faut pas croire. Elle a
a tergiversé, elle s'est posé des questions. C'était une saine fille de province, pas une paricote, une saine fille de province. Et elle s'est posé des questions, mais c'était tout à fait réel, tellement réel que les juges même ont été impressionnés parce qu'on ne connaît tout ça que par les procès. Ils ont été stupéfaits tous à chaque fois qu'ils posaient une question piège, la réponse venait tellement pertinente. C'est comme l'Évangile, quand vous lisez certains endroits, vous dites ça ne peut pas ne pas être vrai. La vocation, alors je passe très vite, puisque vous connaissez toute cette histoire par cœur, hein. Don Rémy, Vaucouleurs, vous savez, bon, les incidents avec le patron de Vaucouleurs, Bourges. Vocation surnaturelle, pour aller trouver le dauphin, asseyez-vous, je vous en prie, aller trouver le dauphin, c'est-à-dire le sang de France. Elle disait elle-même le sang de France. C'est-à-dire ce qu'il y a de plus naturel, le sang. Mais en même temps, ce qu'il y a de plus naturel est fait pour le surnaturel. C'est en répandant son sang sur la croix que notre Seigneur sauve le monde. Le sang. Vocation surnaturelle pour reconnaître la légitimité naturelle. Et cette œuvre, enfin, on lit toujours ces récits, c'est stupéfiant, la reconnaissance du dauphin. Bon, je vous passe tous les détails, parce que vous les connaissez par cœur. On le reconnaît. Il se cache, il se dissimule. C'est un dauphin qui sait qu'il a raison, qui sait qu'il a son droit, mais qui n'ose pas l'affirmer. Tellement proche de nous. Et qui ne doute pas de lui-même. Il a simplement douté de Dieu, d'une certaine manière, ce qui est plus fort. Vous savez qu'il y a cette étrange prière de Charles VII à Dieu, et Jeanne d'Arc est intervenue. Et elle lui donne un signe, et elle parle de façon étrange. À son procès, il sera question de cette fameuse couronne qui doit durer plus de 1000 ans, car elle a des paroles prophétiques. Et elle dit en plus que cette couronne sent bon, qu'elle a des odeurs. Et les juges sont stupéfaits. Elle va trouver le dauphin, elle le reconnaît. Elle le reconnaît, et par le fait même qu'elle le reconnaît, ils se voient, tous les deux en particulier. On a reconstitué un peu la scène qui a pu se passer dans la chapelle du château de Bourges, où ils se sont vus tous les deux, seuls, et où lui a dit après qu'elle lui avait donné des signes manifestes de la légitimité de sa vocation. Alors, moyennant quoi, il a laissé faire les procès. Vous savez qu'elle est allée à Poitiers, un premier procès, qui est celui de Poitiers, c'est-à-dire la légitimation par les théologiens de sa vocation. Elle est légitime, il est légitime. C'est extraordinaire. Elle est légitime, il est légitime. Et quoi? Qu'est-ce qui est légitime? Royal français. Royal français. Si les Français savaient, ils tomberaient à genoux tous les jours. Mais bon, les Français, c'est un peuple volatile. Et c'est ainsi qu'elle s'impose à la cour et aux courtisans. Deuxièmement, ça c'est la première chose. Deuxièmement, le signe. Il fallait qu'elle montrât, après avoir montré au prince quelle était sa légitimité, il fallait qu'elle montrât, elle, sa légitimité, et en même temps la légitimité de son projet et de son prince, par conséquent, aux militaires. Alors, vous imaginez, l'Aïr, c'est un Montmorillonnais. Les Montmorillonnais, nous les Crémiers, on connaît. C'est quand même difficile à convaincre. Et elle a convaincu l'Aïr. Elle a convaincu Xaintrailles, pour se rendre compte. Et le jeune duc d'Alençon, qui est tombé amoureux d'elle, incontestablement, je le pense, en tout bien, tout honneur, parce qu'aucun homme, à son approche, n'avait un sentiment mauvais. Vous savez, ça n'existe pas beaucoup dans l'histoire. Et le signe, c'est Orléans. Le 8 mai 1429, c'est-à-dire voilà, aujourd'hui. 8 mai 1429. Elle est légitime aux yeux de l'armée. Et elle fait faire à des vieux militaires qui n'y croyaient plus, à des vieux briscards, qui juraient, qui blasphémaient, etc. Elle leur fait faire une opération qu'ils ne voulaient pas faire. La fameuse remontée de la Loire. Et sur la berge opposée à celle qu'ils pensaient devoir prendre. Elle est légitime, pour son roi légitime, elle s'impose. Et elle s'impose par une sorte de vertu surnaturelle, c'est qu'aucun d'entre eux ne doute à un moment de sa vision. Vous savez qu'elle se retire très souvent du milieu des batailles pour écouter ses voix.
tout le monde la voit. Pour une œuvre naturelle, et cette œuvre naturelle, c'est la bataille. Elle se bat. Alors on dira qu'elle n'a jamais tué quelqu'un, je pense qu'elle n'a jamais tué de fait quelqu'un, mais n'empêche qu'elle était la première à passer à l'assaut, et quand il le fallait, elle s'arrangeait pour que son étendard arrive le premier au créneau, et à ce moment-là, la victoire était décisive. Bataille. Bataille française, bataille nationale, victoire royale, légitimité. Troisièmement, Reims. Alors tous les militaires, une fois qu'on a gagné la bataille d'Orléans, tous les militaires l'entourent, et puis conseil d'état-major, tous disent, mais maintenant il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est filer sur la Normandie. Évidemment, on va mettre les Anglais à la mer. C'est comme aujourd'hui, on va les mettre à la mer. Pas du tout ce qu'elle veut, elle. On va les mettre à la mer. Bon, très bien. Elle s'oppose au conseil d'état-major. Et elle s'oppose aux discussions politiques. Donc, non pas la mer, pas les discussions politiques, pas les discussions militaires, mais avec une force surnaturelle. Elle poursuit son ordre naturel, qui cette fois-ci est l'ordre politique. Elle dit qu'il faut faire le roi. Et pour le roi, il faut le signe sacré, c'est-à-dire il faut Reims. C'est la clé de la légitimité. C'est la clé de la légitimité, c'est la clé de sa légitimité à elle, c'est-à-dire de sa mission. Elle prouvera qu'elle est bien Jeanne la Pucelle, envoyée par Dieu au roi son maître pour lui dire qu'il est le franc héritier de la couronne de France. Elle légitimera par le fait même qu'elle ira à Reims et qu'il sera sacré à Reims. Et donc elle tient à cette légitimité. Et alors elle tient son plan, c'est Patay. Après Patay, c'est les batailles de la Loire qui sont formidables. C'est extraordinaire, la chevauchée de la Loire. Et puis ensuite, elle va à Bourges, elle va à Troyes. Et puis les bourgeois de Troyes comprennent que c'est irrésistible. Ils remettent les clés à Jeanne. Et ensuite, Reims, la Champagne. C'est extraordinaire, c'est le contraire de ce que voulaient faire tous les autres. Elle va là. Et à Reims. À Reims, elle tient son oriflamme dans le chœur, et dans la cathédrale de Reims, on indique qu'il y a une plaque qui indique l'endroit. Nous y sommes allés avec le prince Jean en pèlerinage, il y a maintenant déjà quelques longues années, et à l'époque, il y avait un vieux chanoine qui était un homme absolument délicieux et charmant, qui pensait un petit peu, qui partageait un peu les sentiments et les pensées que nous avons ce soir, et qui était, d'une certaine manière, le gardien de la Sainte-Ampoule, car vous savez que la Sainte-Ampoule a été brisée par un conventionnel à Reims en 1793, mais qu'un bourgeois de Reims a réussi à en sauver une partie, et qu'elle a été cachée, dissimulée pendant toute la Révolution, et que maintenant elle est dans le trésor de Reims. Reims, c'est fait. Est-ce que c'est la fin de l'esprit de parti? Ben c'est ça, c'est là que c'est désordre. Charles VII, oui. Charles VII, il va prendre de plus en plus de vigueur, il va faire cette immense réforme du royaume de France, qui va devenir le premier royaume du monde. En 20 ans de réforme, il va réformer l'armée, il va réformer tous les services. C'est un roi prodigieux, Charles VII. Bon, certes, il a fini dans les bras d'Agnès Sorel, tout ce que vous voudrez, mais c'est un roi prodigieux. Alors qu'il était complètement timide, inhibé, et qu'il ne savait pas. Et là, il est inhibé encore, il est sacré, et il ne sait pas où aller. Alors il y a Paris, il faut aller vers Paris, il faut reprendre Compiègne, donc voilà. Mais l'esprit de parti reprend. Et les conseillers du roi, notamment La Trémouille, Renaud de Chartres, etc., qui ont vu cette merveille, attendez, on est là, on est stupéfait. Mais les Français à l'heure actuelle, c'est un peu la même chose. Il y a des merveilles qui se déroulent sous leurs yeux, et puis il n'y a rien à faire, l'esprit de parti l'emporte toujours, et ils sont jaloux. Voilà. Ils sont jaloux. Et bon, Compiègne, c'est incontestablement... Les historiens essayent de raconter ça, mais enfin, quand même, c'est un peu une trahison. Elle a été trahie. Vous savez comment on a remonté le pont-levis juste au moment où elle arrivait. Enfin, on n'a jamais très bien su comment ça s'est passé. C'est comme ça, vous savez, comme on ne sait pas pourquoi Boulin est mort, pourquoi Fontenay est mort, pourquoi Pellat est mort, pourquoi. Enfin, vous me direz, c'est pas au niveau de Jeanne d'Arc. Non, enfin, c'est exactement la même chose. C'est l'esprit de parti. Dans l'esprit de parti, on tue.
moralement, physiquement, de toutes les manières. C'est navrant. L'esprit de parti reprend au moment précis où tout était gagné. C'est comme ça la France. Mais malgré tout, les Français reprennent courage. Et même la Sorbonne commence à douter d'elle-même. Voilà. Alors le projet français, il est là. Et c'est l'arrestation donc de Compiègne. Voilà, je passe la lutte des partis, l'ambition et puis l'argent. Car il s'agit de... Ensuite, c'est sinistre. Les femmes sont très très aimables avec Jeanne. Elles sont toutes très gentilles avec Jeanne. Les Luxembourg, elles sont toutes très aimables. Mais il faut voir le trafic entre le Bourguignon, le Luxembourg et les Anglais. Mais c'est honteux. C'est littéralement honteux. Et ça, c'est une volonté de la part de personnes haut placées, de princes, s'il vous plaît. Et de princes tous alliés à la Maison de France. Les Bourguignons, ce sont des Capétiens. Eh bien, cette volonté de bafouer la légitimité nationale et royale. Et elle est l'objet, elle se trouve l'objet d'une tractation diplomatique et financière. Alors, elle connaît toutes sortes de tribulations, tout cela dans la foi, l'espérance et la charité. Vous savez que même un jour, elle tente de s'échapper, elle saute de sa tour, mais bon, elle est rattrapée, elle se brise un peu un pied. Et on arrive au procès. Cinquièmement, le procès. Le procès, c'est l'infamie. C'est l'infamie. Alors, c'est une infamie anglaise, nous sommes habitués. L'infamie anglaise, Bedford, bon, très bien, Bedford, etc. Et les autres Anglais, les capitaines anglais qui prenaient leur revanche, ils étaient tout heureux. Que les Anglais prennent leur revanche, on connaît ça par cœur. Les Français, ils connaissent ça par cœur. On connaît Dunkerque, on connaît Bercé-le-Québir, on connaît l'Angleterre. Bon. Mais non quoi, l'Angleterre, elle a sa tradition, elle a ses rois, elle a ses princes, elle a sa splendeur, elle aussi. De la part de l'étranger, c'est normal. Prenez leur revanche. Non, mais l'infamie, pardonnez-moi, chers amis, je m'adresse à des gens qui ont tous le respect de l'Église catholique, comme moi. Voilà. Alors, il fallait tuer la France, il fallait tuer le roi, il fallait tuer la légitimité. Et c'est comme ça qu'ils ont tué Jeanne. Alors après, dans le sacrifice, elle est devenue une flamme. Bien après, Charles VII a fait son devoir. Et contrairement à tout ce qu'on raconte, bien sûr, il l'a fait avec son tempérament, son caractère, qui était ce qu'il était. Un prince, c'est un homme, il a ses faiblesses, il a toutes ses faiblesses. Charles VII est plein de faiblesses. Il n'empêche qu'il a fait son devoir. La réhabilitation, le procès de réhabilitation, on ne le doit qu'au droit Charles VII. On ne le doit pas aux ecclésiastiques. C'est lui qui a réuni les ecclésiastiques. On va dire, maintenant, vous allez faire le procès de réhabilitation. Le roi, ça sert à quelque chose, y compris pour les curés. Il faut qu'ils l'apprennent. Ils ont du mal à le comprendre. Il faudra qu'ils l'apprennent demain. La légitimité était là, elle était assurée. Orléans a toujours célébré Jeanne. Il a fallu du temps pour que les Français se rendent compte à quel point Jeanne était importante. Les Français s'en sont rendus compte à la fin du XIXe, après déjà une première centaine d'années de République, quand ils se sont rendus compte que c'était la division. C'est de fait l'Action française qui a imposé le culte de Jeanne. Elle a été béatifiée par Pie X, ce qui est admirable. Elle a été canonisée par Pion, ce qui est un signe encore plus surnaturel. Et que dire pour finir? Oui, bien sûr, j'ai oublié parce que j'avais noté ça, la bataille de Castillon et de Formigny, Guyenne et Normandie, comme chantait Charles d'Orléans. Et la France s'est refaite grâce à sa légitimité. Mais les Français ont eu du mal. Et vous savez, les Romains ont eu encore plus de mal. Pour arriver à croire que la France fut une nation privilégiée, les Romains ont beaucoup, beaucoup de mal. Je peux vous le dire pour avoir discuté avec eux, ils ont beaucoup de mal. Ben, il n'empêche. C'est là, il y a Jeanne, il y a Thérèse, comme disait Maurras, et puis il y a la Sainte Vierge, qui est la patronne de la France. Moi, je suis persuadé que cet ordre surnaturel doit aboutir à une œuvre naturelle qui est la reconnaissance du sang de France. Bon, j'ai fini ma conférence.